Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Je dis hebdo, mais cette semaine c'est bi-hebdo, puisqu'aujourd'hui nous reviendrons sur cette première victoire de 2021 face à Marseille au stade Vélodrome. On se demandera si le RC Lens aurait pu espérer encore mieux qu'une victoire 1-0. Et pour répondre à ça avec moi ce soir, il est le fondateur de Lens Absolu et chroniqueur habituel chez nous, Fabien Rosé. Bonsoir Fabien. Salut Thomas, salut à tous. Il est le fondateur de Bollard Mécanique, c'est Antoine. Bonsoir Antoine. Salut à toutes et à tous. Il est le fondateur de... rien du tout, c'est Greg Lallemand de La Voix du Nord et La Voix des Sports. Bonsoir Greg. Salut à tous. Et enfin, il nous rejoindra à mi-émission pour nous parler de son début de prêt au Paris FC et de ses aspirations au RC Lens. C'est Charles Bolly, donc qui arrivera pour à peu près une demi-heure. Avec tout ce beau monde, nous reviendrons sur cette victoire de prestige face à Marseille. Nous adresserons les bons points, les mauvais points, on analysera tout ça. Après ça aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or. Vous allez voir, il est un peu vicieux ce quiz. Et après avoir interviewé notre invité Charles Bolly, nous nous projetterons sur le RCL OGC Nice de samedi 17h parce que en ce moment on n'arrête pas, on rencontre tous les 3 jours, c'est le RC Lens, Ligue des Champions, et il faudra peut-être s'y habituer si on continue à gagner comme ça. Greg il aime pas quand je dis ça. Et allez, il est temps de démarrer et de siffler la première mi-temps. Alors, avant de démarrer l'émission, je le rappelle, sachez que Culture Sang et Or a désormais son propre site web, culturesangsetor.com. On a une armada de gens qui écrivent des articles plus intéressants les uns que les autres. Allez y jeter un œil. Alors, c'est un peu passé maintenant, mais on a notamment Fabien qui a analysé ce match nul face à Nantes, qui était cette analyse est magnifique, profonde. Vous allez voir, vous n'irez jamais ça ailleurs que chez nous, culturesangsetor.com. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. On a notre propre Twitter, Facebook et notre page YouTube pour voir les rediffusions et les lives de cette émission. Allez, on passe à l'analyse du match. Donc, face à ce Marseille, ma question sera simple. Face à ce Marseille, le RC Lens aurait-il pu espérer encore mieux qu'une victoire 1-0? Je vais commencer par Antoine. Bah oui, clairement, Thomas, je pense que moi, le mot qui m'est venu hier à la fin du match, c'était sans forcer. On a eu l'impression que hier, on a gagné sans forcer. Hier, on a fait... On n'aurait pas dit ça il y a 6 mois. On n'aurait pas dit ça il y a 6 mois. Hier, on a fait le job. On était juste au-dessus de l'OM. Alors, en face, il y avait une adversité qui était inexistante. Donc, forcément, il faut pondérer, mais on a fait le job. Et quand on voit que la première mi-temps était complètement propre défensivement et qu'on manquait un peu de justesse, peut-être par des courses qui étaient mal senties, mal réglées, à partir du moment où ces réglages ont été effectués à la mi-temps, on a vraiment senti un rouleau compresseur. Et clairement, le 1-0, c'est le strict minimum qu'on pouvait attendre de cette deuxième mi-temps. Je pense notamment à Kalimendo qui loupe 2 occasions sur la fin de match. Donc ouais, une petite... On a écrasé l'OM 1-0, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. C'est un beau titre, un titre qu'il aurait pu avoir dans la Voix du Nord. Peut-être, Greg, ça a titré quoi, la Voix du Nord sur le RC Lens? Ça a titré exactement, je l'ai ici. Trop fort pour l'OM, le RC Lens, roi du Vélodrome, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, nos amis de la Provence, nos confrères, eux, ils ont été un peu plus trash. Ils ont titré Revoilà les chèvres, le retour des chèvres, exactement. Pour parler des joueurs de l'OM. En nuance. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ouais, ils avaient l'air déjà un peu exaspérés quand on les avait croisés la semaine dernière après le Trophée des Champions. Là, il était encore plus. Donc, voilà, c'est difficile, et c'est un peu la thématique de la semaine lensoise. On va vers il y a des bêtes du Sud un peu malades en ce moment, Marseille et Nice, et on les affronte toutes les deux en une semaine. Ouais. Après, moi, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis pas d'accord vraiment avec Antoine sur une chose quand il dit qu'il faut pondérer. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de pondérer avec le RC Lens depuis le début de saison. C'est-à-dire que quand il bat Paris, c'est parce que c'est l'équipe soi-disant bis. Quand il bat Rennes, c'est parce qu'il a il joue Rennes au mauvais moment. Quand il gagne à Monaco, c'est parce qu'il a ouvert le score au bout de 35 secondes de jeu et qu'il y a un fait de jeu avec le penalty. À un moment donné, il faut arrêter de pondérer. Quand bien même, effectivement, je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est que franchement, l'OM est absolument incroyable de nullité, de transparence. Ils traversent les matchs. Hier, franchement, même à 1-0, on se dit, à un moment donné, ils vont s'énerver, ils vont peut-être même faire des fautes, il va se passer un truc. Mais ils n'ont même pas essayé. Et non, rien dans le pressing. Donc oui, pas de problème. L'OM, c'est pas l'OM du siècle, on est d'accord, il n'y a pas de souci. À côté de ça, il faut vraiment... à un moment, rendre au Racing Club de Lens ce qui lui appartient depuis le début de saison, c'est cette capacité à faire mal, à pas se poser de questions, à pas se mettre de pression, à jouer vers l'avant,
Hier, je voyais des commentaires à la mi-temps. Ouais, cette équipe de Lens, bon, ouais, bof, c'est pas un beau match. Non, mais attendez, ouais, ok. Elle a tissé sa toile tranquillement. Ils ont vu à la mi-temps qu'en face, il n'y avait pas de répondant. Et derrière, ils ont pris plus de risques, ils ont gagné. Franchement, c'est le plan absolument parfait. Donc, oui, effectivement, l'OM n'était pas extraordinaire. Non, le RC Lens, il ne doit rien à personne. Et ce qu'il fait pour l'instant, c'est on ne peut plus cohérent. Voilà. Greg a commencé à teaser un petit débat qu'on aura tout à l'heure pour essayer d'expliquer cette fameuse différence entre la première et la deuxième mi-temps sur ce match parce que c'est assez flagrant. Greg parle plus d'une évolution. Fabien, toi, donc, est-ce que tu penses que le RC Lens aurait pu espérer mieux que ce 1-0 ? Ouais, on aurait pu espérer mieux. En fin de match, on peut mettre ce 2-0. On a les occasions pour. Bon, on a un petit peu de manque de réussite ou de mauvais choix, mais on a surclassé Marseille sur l'ensemble du match. En première mi-temps, on était dans une position d'attente. Comme disait Greg, on a tissé notre toile, on quadrillé le terrain. Donc on avait la maîtrise sur les espaces et sur le temps, on freinait la progression marseillaise, même si leur velléité offensive était quasiment inexistante. Et sur la deuxième mi-temps, cette impression de puissance qu'on a su donner dès la reprise, où on a eu la sensation qu'ils ont réellement appuyé sur le champignon. Et là, on a complètement étouffé Marseille et on marque logiquement après 20-25 minutes de jeu. Et les confrères de Téléfoot disaient que la possession en deuxième mi-temps était de 70% en faveur de Lens. Donc réellement, Marseille n'existait plus sur cette deuxième mi-temps et on a retrouvé tous les principes de jeu lensois dans cette période, le jeu court, le jeu long, l'alternance, les combinaisons en triangle et les projections de nos pistons. On a donné une leçon de tactique aux Marseillais sur cette deuxième mi-temps et dans l'engagement on est toujours présent. Donc voilà, on a revu les forces lensoises et moi je faisais partie de ceux qui pouvaient douter en début de semaine après le résultat à Nantes notamment. Je me disais peut-être qu'on est arrivé au bout de nos idées, qu'on doit se renouveler, mais en réalité, d'être fidèle à nos idées, c'est notre force et il faut qu'on continue comme ça parce qu'on fait réellement mal aux équipes qui nous affrontent quand ces équipes-là cherchent à faire du jeu, bien sûr. Effectivement, on a été fidèle à nos idées sur 90 minutes et on a peut-être eu un OM un peu passif à l'usure finalement, une usure qui est arrivée assez vite, mais proportionnelle à ce qu'a dégagé l'OM hier. On va parler des choix de Franck Hez, notamment l'attaque, parce que là tu parlais, Fabien, des velléités offensives de l'OM assez inexistantes. On a leur attaquant de pointe, Benedetto, qui pourtant à la base n'est pas un mauvais joueur mais qui sont complètement éteints cette saison. La titularisation surprise de Banza, sachant qu'on a donc Ganago qui avait démarré le match précédent, Kalimundo qui sent bien en jambes cette en ce moment. Est-ce que vous trouvez ça étonnant que Franck Hez ait choisi le duo Sotoka-Banza? Greg, peut-être? Étonnant, oui, parce moi je m'attendais vraiment en plus avec l'absence d'Alvaro, la possibilité de mettre peut-être de la vitesse rapidement dans le dos de la défense marseillaise. Et puis finalement, Franck Hez, encore une fois, on n'arrête pas de le dire, il fait quand même souvent les bons choix. Hier, cette doublette Sotoka-Banza, elle a harassé cette équipe, cette défense marseillaise. Elle est allée au duel. Alors Sotoka, c'est pas étonnant, hein, franchement. Ouais, il loupe des trucs parfois, Florian Sotoka, mais hier, à la 88e, il faisait encore des allers-retours, des tacles le long de la ligne. Ouais. Voilà. Et en plus, Simon Banza, lui, il a mis ce qu'on aime chez lui, c'est-à-dire ce qui manquait parfois, moi je trouvais en début de saison, c'était cette faculté à passer l'épaule, à aller au duel, à gagner des duels dans le cœur du jeu, dans le trafic. Il a bien joué en remise, il est buteur. Et puis au-delà de ça, on l'a senti totalement impliqué. Et ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de statut, que Kalimundo, il y a un mois, on dit t'es titulaire indiscutable, comme Ganago était titulaire indiscutable il y a quelques mois. Le seul pour l'instant qui sort pas trop, c'est Florian Sotoka, mais rien ne dit qu'il sera peut-être pas titulaire contre Nice samedi. Il y a une concurrence vraiment extrême. Et juste revenir justement sur Franck Hez, au-delà de ce choix, il est en train de valider une autre part de sa personnalité. C'est il a placé son autorité au sein du vestiaire. Je dis ça parce que contre Strasbourg ou à Lyon, il n'a pas du tout aimé la répétition des erreurs défensives. Il l'a dit. Cette semaine, il n'a pas aimé en début de semaine une séance d'entraînement qui a été particulièrement apparemment moyenne. Il a rappelé simplement que gagner sa place, c'est toutes les semaines à l'entraînement.
Et voilà. Et là, vous avez une équipe qui hier a marché sur l'autre. Il a marqué des points encore au niveau psychologique. On va dire qu'on est toujours des dithyrambiques en parlant de Francaise, mais force est de constater qu'il dégage quelque chose qu'il dégageait avant en réserve. Moi, je trouvais qu'il avait réussi à qu'il crée vraiment cette atmosphère de plénitude dans un groupe. Il fallait réussir à le faire à l'étage supérieur. Et là, il est non seulement autoritaire, crédible, il fait des bons choix, il a des résultats et je crois qu'il ravit à peu près tout l'organigramme lensois. Donc, on peut des fois être étonné de ses choix, mais force est de constater que très régulièrement, ils sont judicieux. Ouais. Et tu parles de validation, il a même été adoubé par André Villas-Boas qui, en conférence de presse, a noté les bons choix et à quel point le système de jeu de Francaise avait étouffé son équipe. Il a beaucoup parlé de Lens quand il s'agissait de défendre le match de l'OM. Il a dit, pour moi, mes joueurs ont fait mon match, mais c'est les joueurs d'en face qui ont fait un meilleur match. C'était souvent sa ligne de défense. Ça va pas faire long feu, André Villas-Boas. Alors Fabien, est-ce que toi t'as été étonné de cette titularisation de cette paire Sotoka Banza? Étonné, ouais, parce que quand on regarde l'effectif lensois, on se dit que Banza et Sotoka jouent dans le même registre. C'est des attaquants d'appui assez grands, donc là pour le jeu aérien. Et donc je me suis dit, tiens, il met deux profils Ouais. identiques en attaque, et je m'attendais pas forcément à ça, mais sur le match, on voit que finalement, il a eu raison. Lui, il a des données que nous, on n'a pas, c'est qu'il les voit à l'entraînement tous les jours et il sent un petit peu ce qui se passe dans son groupe et à quel moment il faut titulariser un tel ou un tel. Et là, force est de constater que Banza, hier, il fait un match plein dans le repli défensif, dans les appels qu'il a pu faire souvent à la limite du hors-jeu et sur son but où il est parfaitement placé et il fait le bon geste. Donc, non, bravo à Francaise et à sa gestion du groupe depuis le début. Comme dit, je souscris à tout ce qu'a dit Greg. Mais c'est vrai que c'est un joueur étonnant, hein. Banza, là, typiquement, le but qu'il a marqué, c'est un peu sa spéciale, hein. Il est capable comme ça de se placer devant et il a ce côté très nonchalant. Ouais. Et paradoxalement, comme hier, on le voit se battre, peut-être pas à la même hauteur que Florian Sotoka, où c'est juste énormissime, mais on le voit quand même se battre avec toujours ce côté nonchalant. J'ai du mal personnellement à comprendre ce joueur, mais hier, il nous a ravis. Antoine, toi, t'étais étonné par cette titularisation du duo d'attaque? Ouais, étonné, mais j'étais content de le voir démarrer parce que en fait, c'est un peu ce qu'on disait il y a 2 semaines. On parle souvent de performance individuelle, mais ce qu'on oublie souvent de parler, c'est de collectif. Et je pense que Banza, lui, s'inscrit dans un rôle qui hier a permis à Sotoka de changer le sien. C'est-à-dire qu'en gros, on pense que les deux sont similaires parce qu'ils ont des morphotypes similaires. Il y en a un, ils sont tous les deux assez costauds, mais Sotoka est très mobile. Sotoka décroche beaucoup. Et en fait, hier, Sotoka a pris ce rôle, Banza a pris ce rôle de joueur ancre, de joueur pivot qui continue et qui reste très proche du but adverse. Et c'est ce qui a vraiment permis à Sotoka d'aller au charbon, de revenir des fois de quasiment décrocher, de se retrouver milieu de terrain. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, et ça c'était quelque chose que j'ai noté hier, c'est cette capacité qu'a Hez à satisfaire ses joueurs. C'est-à-dire que Banza, il est forcément frustré parce qu'aujourd'hui, il est numéro 4 dans la hiérarchie en attaque. Mais hier, il va claquer le but de la victoire à Marseille, qui est un match de prestige. Là, le moral de Banza, il va être boosté. Aujourd'hui, c'est peut-être Ganago qui est un peu plus dans le puits, Kalimundo qui manque un peu de réalisme. Il y a une rotation, je trouve, dans les formes, mais Hez a cette force à toujours réussir à extraire à un moment donné le meilleur de 11 joueurs ou 13 qui arrivent à être extrêmement efficaces en match. Donc j'étais surpris, mais j'étais quand même satisfait de le voir titulaire. Et au final, ce qui me comble, c'est de voir que Hez avait encore une fois raison. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que dans la conférence de presse, on a vu que Hez, à un moment donné, a eu le petit sourire par rapport à Banza bon, j'ai eu raison, les gars, mais il n'a pas voulu le dire pour pas paraître trop pédant, mais on l'a vu dans ses yeux. Tu voulais rajouter quelque chose, Greg, peut-être? Ouais, non, parce que hier, j'entendais à la mi-temps, à droite, à gauche, mais là, on joue pas son jeu, va pas de l'avant. Moi, je veux dire, justement, cette composition, elle dit tout. C'est-à-dire qu'elle
l'idée, c'est quand même de mettre deux joueurs costauds dans la surface. Ça veut dire que dans l'idée de Franck Hess, c'était d'aller chercher cette équipe très haut pour amener des ballons dans le trafic où, évidemment, Sotoka et Banza peuvent amener quelque chose. S'il avait décidé de jouer le contre et donc de pas aller chercher les Marseillais, je pense pas qu'il aurait mis ces deux joueurs-là d'attaque qui sont pas des mecs qui vont forcément très vite. S'il avait voulu avoir des espaces dans le dos de la défense marseillaise, c'est pas évidemment ceux-là qu'il aurait choisi, ou en tout cas pas les deux en même temps. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il avait la volonté d'entrer, d'aller les chercher, ces Marseillais, d'aller leur mettre le doute. Et ça dit tout, évidemment, du problème marseillais au niveau psychologique. Évidemment, il fallait les enterrer à ce moment-là. Mais surtout, on parle d'une équipe de Lens qui n'avait toujours pas gagné, qui était un peu dans le creux, un match moyen à Nantes. Et lui, il se dit non, on va reprendre ce qu'on faisait. Ça, on ne sent pas, hein. C'est incroyable. On ne l'a pas senti hier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté d'aller chercher tout de suite. Même si, évidemment, c'était moins fluide dans l'avant-dernière passe pour moi en première mi-temps, moins juste, ce qui a empêché d'avoir des occasions franches. En vrai, le plan, il était d'aller chercher l'OM et de l'user. Et force est de constater que ça a plutôt réussi. Voilà. Et pour compléter, en fait, je dirais, en gros, cette première mi-temps qu'on a trouvée un peu timide, mais en fait, non, elle n'était pas timide. J'ai l'impression qu'elle était extrêmement appliquée. Et du coup, quand on est très appliqué, parfois, on peut manquer un peu de génie. Et peut-être que justement, ce coup de gueule de Hez à l'entraînement cette semaine a remobilisé, entre guillemets, la concentration des joueurs. Et on a senti vraiment, moi, j'ai senti une équipe en première mi-temps qui était extrêmement appliquée dans tout ce qu'elle faisait, dans les relances. On en parlait avant l'émission. Effectivement, c'est quand même couillu de toujours chercher à relancer court sur Medina, sur Gradit, pour ensuite chercher les externes, les inters, etc. C'est un projet de jeu qui est ambitieux et que peu d'équipes en France a adopté. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression la première mi-temps, c'était on est appliqué et advienne que pourra. Et la deuxième mi-temps, on a complètement roulé sur l'OM parce qu'en fait, en face, il y avait que dalle, quoi. Donc on parlait de l'animation offensive, on va parler du milieu de terrain, mais avant ça je voudrais faire un petit focus sur la défense lensoise avec le retour de Facundo Medina. Alors j'ai voulu faire ce petit point parce qu'à titre personnel j'avais commencé à oublier Facundo Medina et j'ai trouvé que hier pour son retour on a retrouvé tout le plaisir de voir un Facundo Medina sur le terrain. Je ne sais pas si vous partagez ça. Fabien, peut-être pour commencer. Ouais, complètement. Thomas, énorme plaisir de voir évoluer cette défense à 3 dont il manquait Badé, le fer de lance, celui qui prenait la responsabilité bien souvent de la majorité des relances de l'équipe. Et là, on a vu Medina, la première rampe de lancement, beaucoup de ballons, beaucoup d'actions en tout cas sont parties de lui et il y avait cette sérénité dégagée par les trois joueurs, mais en même temps cette prise de risque vis-à-vis du pressing marseillais. On a vu Fortes qui s'était souligné par les confrères de la chaîne Téléfoot qui savait monter d'un cran pour venir justement créer ce triangle de relance. On voit Medina qui n'a pas hésité à faire des passes un petit peu osées pour justement casser des lignes et trouver directement l'attaquant ou le milieu de terrain. Et donc aisance, sérénité et en même temps présence dans les contacts et pour couper les lignes de passe marseillaises. Grosse prestation de la défense du RC Lens hier, enfin de l'ensemble de l'équipe, mais la ligne de 3 d'hier a vraiment donné a fait forte impression. Et par rapport à Facundo Medina, je trouve qu'il y a une agressivité maîtrisée. Parce que complètement. J'ai un petit peu peur sur ce point-là. Hier, c'est la 88e. Oula. Non, mais c'est les interventions de la 88e. On les connaît, celles-là. Toi, Antoine, le match de Facundo t'a plu ? Ouais, alors effectivement, Medina, on a retrouvé un peu le Medina début de saison, c'est-à-dire celui qui avance, qui passe le pied avant que le défenseur ait le temps de contrôler, celui qui va toujours relancer proprement, celui qui, quand il est un peu mis en difficulté sur le bord du terrain, te fait toujours un peu comme une chandelle au rugby où il va lancer en cloche pour essayer tout de suite de trouver Sotoka ou un attaquant. Moi, Medina, il m'a beaucoup plu. Grady, je l'ai trouvé excellent hier, d'une propreté. Ouais. J'ai tweeté tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Pour moi, Grady, je le surnomme Mad Max parce que c'est ça un peu, c'est Mad Max Fury Road. C'est la perceuse. Mais des fois, il est aussi Mad Max dans ses interventions. Hier, c'était Monsieur Propre. Il était super bon. Il était chirurgical. Et moi, il y en a un. Et ça, je sais que Greg, je vais juste introduire le propos et je vais laisser ensuite Greg embrayer. Mais moi, c'est Fortes. Fortes, qu'est-ce que ça me fait plaisir.
Moi, je suis RC Fortes, je suis RC Gradit, je suis RC Medina, je suis RC Lens, mais Fortes revient, et peut-être que si Fortes, par son expérience dans le placement, dans la compensation des espaces, il apporte aujourd'hui plus qu'un Badé. Je vais peut-être un peu choquer, mais peut-être qu'il permet peut-être dans une certaine mesure. Non, mais je pense qu'il a une expérience dans le placement. Il est moins talentueux, certainement. Mais je pense que il arrive à compenser des fois des situations. Et moi, je suis super content pour ce gars parce que je pense que c'est un super bon mec. Il a l'air d'avoir une bonne mentalité. Il a beaucoup d'autodérision, j'ai l'impression aussi. Et hier, j'ai trouvé qu'en plus à Marseille, dans sa ville de naissance, il avait fait aussi une prestation très propre. On va laisser Greg effectivement envoyer sur le sujet de Fortes. Réécouter pour vous amuser les premières émissions de Culture sans heure où, et moi le premier, on disait qu'on avait peur de ne pas avoir un groupe, d'avoir un 11 peut-être assez performant, mais peut-être pas un groupe. Et là, quand on voit finalement notre quatuor offensif et des possibilités en défense, et ben force est de constater qu'on a un banc beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Greg, sur la défense et sur Medina Fortes. Ouais. Déjà sur Grady aussi, qui était un peu sous le coup des critiques après le penalty provoqué dimanche. N'oublions pas tout ce que Grady a fait depuis le début de la saison. Oui, non, mais voilà, après je pense qu'il a fait une erreur. Il a su, mais hier il a été très propre défensivement et c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs en termes d'apport offensif aussi depuis le début de saison. Donc pas mal. Medina, évidemment, vu le contexte, évidemment, revenir comme ça, à un moment où c'est pas facile pour lui. Il a fait un énorme match, il a été hyper serein, il gratte ce ballon dans la surface à la fin. Alors ouais, c'est limite, mais voilà, c'est du Facundo Medina, hein, et c'est cette grinta qui le caractérise. Mais au-delà de ça, il a été bon aussi dans la relance. Quant à Steven Fortes, il était hier chez lui, c'est un gamin de Marseille. Moi, je vais vous dire, je l'avais interviewé en tout début de saison. Et Antoine parlait d'autodérision, je ne parlerai pas forcément d'autodérision, mais au moins de sens critique. Et c'est quelqu'un qui ne se voile jamais la face. Moi, je l'avais fait en interview en début de saison. On devait être au mois de juillet ou août, vraiment. Et il m'avait dit, voilà, j'ai été nul l'année dernière. Si je joue comme ça, j'ai aucune chance d'exister dans ce groupe. C'est exactement les termes qu'il m'avait employés. Et on avait discuté de plein de choses, de sa vie, etc. C'est quelqu'un de super agréable, vraiment. Il m'avait dit, je lui avais dit quel stade t'as envie de faire. Et il me dit, moi je suis de Marseille, donc évidemment, si on pouvait gagner au Vélodrome cette année, ça serait un truc. Et hier, j'ai repensé à ça et je me suis dit, voilà, le mec, il s'est jamais plaint. Il était il est conscient de son statut, c'est-à-dire qu'il est derrière les trois, mais il se bat à l'entraînement. Et hier, il a été récompensé par un match vraiment costaud. Alors, on peut dire, les Marseillais, ils n'ont pas mis beaucoup de pression, mais enfin, devant, c'est quand même Benedetto, Germain, Thauvin, Payet. Ils sont pas au top de leur forme. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont à 40% chacun. Donc oui, il était parfois dans un fauteuil, parce que les autres faisaient le boulot aussi. Mais franchement, à un moment donné, Fortes, je vais redire, je le défends toujours, mais aussi, je le défends parce que des fois, les critiques, elles étaient un peu dures et un peu trop ciblées sur lui, et pas très objectives pour moi par rapport à son niveau. Il fait des erreurs. Hier, par exemple, à un moment, il fait une relance qui finit en touche. Il veut faire sauter un ballon au-dessus pour Medina, je crois, ou Aïdara, et sur le côté gauche, ça finit en touche. Il a évidemment, techniquement, il a des failles parfois. L'année dernière, il n'a pas été bon en fin de saison, mais lui, il le sait. Il se ment pas, il dit les choses. Et hier, il a été récompensé, de sa lucidité, de son travail. Et moi, je trouve que c'est plutôt une belle leçon. Voilà. On va passer. On va passer pas de souci, Fabien. Juste, je voulais dire, il y a vraiment une analogie à faire entre l'équipe de Lens et l'équipe de Culture sans heure parce que c'est pareil, on a un banc large. Quand on voit à quel point Fabien s'est imposé et l'arrivée tout en puissance d'Antoine. Moi, vraiment. Il y a un banc large, mais je prends beaucoup de place quand même sur le banc. Je veux dire, c'est vrai. C'est vrai, mais on aime ça autant que, je sais pas, les chansons de Facundo dans les vestiaires. Enfin voilà, c'est un peu, il y a beaucoup de parallèles à faire. On va faire nos cartons rouges dans une soirée qui a été jolie pour tout le peuple sans et or. Moi hier soir, j'ai pas réussi à dormir. J'étais tout heureux. J'ai embêté tout le monde chez moi. Mais il y a peut-être quand même des cartons rouges à donner. Quel sera ton carton, Fabien? Non, moi, j'ai pas trouvé de carton rouge sur l'équipe de Lens, sur l'état d'esprit, sur le match en particulier. Donc, je vais faire un carton rouge plus général. C'est sur la diffusion du match, enfin, plus principalement sur les sponsors et les publicités qu'on se tape avant la diffusion. Hier, j'étais sur Téléfoot et j'ai vu au moins 10 fois une pub BetClick
Et je trouve que le message de cette pub, et moi en tant qu'amoureux du foot, me dérange. On voit des types qui ne parient pas s'ennuyer devant un match, et à partir du moment où ils ont parié et ils ont misé sur BetClick, ils vibrent devant les rencontres de foot. Donc mon carton rouge, c'est ça, c'est le message qu'on fait passer à toutes les personnes qui regardent et qui tombent sur les matchs. Voilà, c'est plus le jeu qui est intéressant, c'est la mise qu'on a mis sur le match et sur le gain potentiel. Donc voilà, il y a juste carton rouge contre ça. Ouais. Baptiste en régie derrière qui me dit qu'on est en négociation avec Téléfoot pour placer des pubs pour Culture Sans Erreur. Ça, c'est en train de. Ça serait mieux, ouais. Ça serait mieux. C'est mais effectivement, c'est moi qui regarde beaucoup les chaînes de sport, les pubs BetClick, j'en peux plus. Mais là, on se tape la malbouffe Uber Eats et puis le BetClick. Voilà. C'est ça. Il y a peut-être mieux. Le foot moderne. Heureusement, il y a le RC Heureusement, et victoire pour l'OM. Antoine, toi, ton carton rouge. Alors mon carton rouge, c'est quelque chose que je partage souvent, un avis que je partage souvent, c'est sur, pareil, c'est pas sur le RC Lens, parce que le RC Lens hier, il y a absolument rien à dire. C'est plus sur les analyses court-termistes qui pullulent et qui même polluent, je trouve les réseaux sociaux, clairement, parce que c'est aujourd'hui le vecteur numéro 1 de l'analyse publique du RC Lens et du football. Moi, j'avoue que je comprends pas la capacité qu'ont certaines personnes déjà à tweeter pendant un match. Moi, personnellement, mon téléphone, j'essaie de le mettre loin de moi, face retournée à chaque fois qu'il y a un match pour vraiment me plonger dans le match. Et ensuite, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que il y a des gens qui fassent des top flops à chaque match, voire des fois même à chaque mi-temps. Je comprends qu'on a envie de donner son avis, c'est tout à fait normal, mais j'aimerais que on essaye d'analyser des performances, même pas sur 2-3 matchs en fait, sur 3, 4, 5 mois, de voir en fait une évolution d'un joueur, parce qu'un joueur est un être humain, il peut avoir des problèmes dans sa vie privée, il peut avoir un retour de blessure, il peut avoir une mauvaise gestion du manager, etc., avoir des embrouilles avec des coéquipiers. On prend le cas de Fortes. Le 11 de l'OM, mais bon. Voilà, c'est à peu près la salade marseillaise, mais on prend le cas de Fortes encore une fois. Fortes, il est revenu d'une grosse blessure et il a été relancé dans le bain immédiatement par Montagnier. On dit souvent que le temps de retour à un niveau optimal d'un joueur égale au temps de sa blessure. Fortes, il a eu une blessure de, je crois, 7-8 mois, il est revenu en 3 semaines. Forcément, le gars, il était hors de forme. Et personne en fait n'a su entre guillemets trouver des excuses ou des raisons objectives pour critiquer ces performances. Hier c'est pareil, on lisait à la mi-temps Banza il est nul, erreur professionnelle presque de le mettre titulaire. Bon il a fallu 15 minutes à Banza en deuxième mi-temps pour montrer que non, sa course c'est une course de joueurs de haut niveau. Il est derrière Nagatomo avant le centre de Haïdara, il est devant entre Nagatomo et Kaletachar pour claquer une tête qui est comme une belle tête avec un rebond juste devant Mandanda et pour tromper un gardien international. Bon, voilà, j'aimerais juste en fait qu'on arrive entre guillemets à mettre un peu plus de recul sur les analyses et prendre le temps de voir les choses venir au lieu de toujours être dans la réaction instantanée sur une performance. Après, effectivement, il faut voir aussi tu parles du vecteur principal pour analyser les performances. Il y a encore la presse, les sites web. Il y a aussi, on lui donne la résonance qu'on veut bien lui donner à tous ces échos-là. Mais je comprends ton combat. Greg, ton carton rouge. Je dis combat. Compliqué de trouver un carton rouge hier. Et on va rebondir sur ce que disait Antoine. Et nous aussi, quelque part, on est là, on est le lendemain du match, on parle, on est à froid. Donc on a aussi des fois des analyses qui peuvent être très très du moment entre guillemets. Jamais. Hein? Jamais, je dis jamais. Si, bien sûr, mais c'est vrai que au-delà du cas de Steven Fortes ou d'autres, hier à la mi-temps, effectivement, je me baladais moi sur les réseaux sociaux. J'ai ce tort-là peut-être, mais j'aime bien aussi, j'avoue. Mais j'hallucinais vraiment moi personnellement. Rappelons que ce club, il a vécu 12 années d'énormes galères. Ça fait 10 ans qu'il s'est pas maintenu en Ligue 1. Il vient de taper Rennes, Monaco. Il a été bon contre Montpellier. Il a tapé Paris, Marseille. Il a loupé qu'un match, véritablement pour moi, où Franquès était peut-être loupé là pour le coup, avec beaucoup d'absents. Mais je pense que dans le derby à Lille, il y a eu vraiment des manquements. Aussi parce que le LOSC était vraiment a surclassé le Racing. Mais
voir hier à la mi-temps des gens dire on est nul, on est nul, on sait pas développer notre jeu, ça y est, on n'est plus comme il y a quelques temps. Mais les gens pensaient vraiment que l'année du RC Lens, ça allait se passer sans aucun problème, qu'il n'y aurait pas de trou. On parle d'un promu. Hier, au début du match, il y avait 7 joueurs qui étaient en Ligue 2 l'année dernière, 7 titulaires. Sur les 13 joueurs qui ont participé au match hier côté lensois, il y en a 8 qui étaient dans le groupe de l'année dernière qui jouent en Ligue 2. Et là, ce groupe-là, il est 7e de Ligue 1. Il a pris 31 points en 20 matchs. Il est sur des bases quand même assez élevées. Et en plus, il régale de son état d'esprit. Il faudrait quand même être dur pour dire qu'il donne pas tout. Franchement, c'est vrai que moi, ça me fait parfois plus sourire qu'autre chose. Mais hier, à la mi-temps, je me suis dit, mais les gens sont durs. Rappelons qu'en face, c'était une équipe, même si elle n'était pas au top, qui jouait la Ligue des Champions, qui a terminé 2e la saison dernière, quoi. Donc, et qui était en plus dos au mur. Donc, en vrai, moi, je m'attendais que Lens souffle beaucoup plus en première mi-temps, parce que je me disais que les Marseillais allaient tout mettre. Et puis, ça n'a pas été le cas, parce que Lens a d'abord bien, comme on l'a dit tout à l'heure, bien organisé son affaire avant de la finaliser avec un petit truc, la petite cerise sur le gâteau avec la victoire au bout. Voilà. On va passer aux notes parce que j'ai pas mal parlé de la défense, de l'attaque, mais je propose de noter le milieu de terrain en commençant par Seko Fofana. J'aime bien noter Seko Fofana qu'on voit monter en puissance. Là, hier, on l'a vu un peu partout, avec peut-être toujours cette espèce parfois d'approximation technique malgré son omniprésence. Greg, quelle note tu donnes à Seko ? Alors moi, mes collègues ont donné 7 à Seko Fofana. Richard Gopp, qui était à Marseille pour la Voix du Nord, a mis 7. Et je lui ai répondu ce matin que j'aurais mis la même note, parce qu'on s'appelle toujours. Encore une fois, quand c'est lui ou moi, on échange. C'est pas facile de mettre une note à froid, hein, d'ailleurs. Juste après le match, on doit envoyer un papier quasiment dans la foulée, parce que sur un match à 21h, on n'a pas trop le temps. Mais c'est exactement la note que j'aurais mise, parce que je trouve, comme on le disait un peu ce week-end, il a du déchet. Voilà, parfois il va louper. Hier, en première mi-temps, il a 2 passes notamment où il peut décaler Aïdara, où il le décale pas bien, ou il le décale mal, très mal même à un moment donné. Il a du déchet, mais par contre, l'impact du mec, et c'est surtout un truc qui m'a vraiment marqué hier, qui montre que athlétiquement, il est en train de passer un cap encore. On doit être à la 85e minute, il y a une action lensoise. Il est au départ, c'est une contre-attaque qui peut amener évidemment le break. Et le Racing loupe cette occasion, et derrière, il refait une course de 60 mètres, mais vraiment, j'allais dire, aux fesses du joueur marseillais. Et tu dis, ouais, ça veut dire que là, on est loin des atermoiements. Quand on parlait tout à l'heure de culture du moment, je me souviens peut-être qu'on a fait que le RC Lens a fait l'arnaque du siècle, c'est ce que disaient les supporters. On a payé 10 millions à un mec qui est déjà blessé, qui s'est reblessé. Les gros questionnements. Hier, quand j'ai vu son impact physique et enchaîner 2 matchs comme ça en 3 jours, bon, je pense que physiquement il revient bien et que sa blessure, je vais pas dire qu'elle a un vilain souvenir, parce que ça peut toujours revenir, une blessure musculaire, bien sûr. À côté de ça, là, il montre quand même qu'il peut faire très 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 mal dans l'impact au milieu de terrain. En tout cas, hier, Christophe Jallet, qui commentait le match pour Téléfoot, ne tarissait pas d'éloges sur Seko Fofana, qu'on a vu un peu partout hier. Fabien, toi, ta note ? Je lui donne 8. Disponibilité, puissance au milieu, qualité dans les passes, il va toujours de l'avant. Alors il a tellement de qualité qu'on se dit toujours il peut mieux faire. On a toujours tendance à en attendre plus, mais là hier, franchement au milieu de terrain, il a rayonné, quoi. Et il a fait partie de tout un collectif. Hein. C'est dur de ressortir un joueur parmi d'autres, mais je le trouve énorme au milieu de terrain. Ouais. Et Antoine ? Ouais, moi j'aurais mis 7 aussi. Je pense que clairement son importance dans l'entrejeu va en s'améliorant, en grandissant. Il devient clé en fait. Hein. C'est déjà pour moi un joueur clé. Il a un abattage extraordinaire. C'est un box-to-box. Il a encore un peu de déchets, mais moi je reste persuadé qu'il n'est pas encore à 100%. Il s'en approche, mais il n'y est pas encore. Je pense qu'on verra vraiment un Seko Fofana de très très haut niveau sur la fin de saison, et si on arrive à le garder la saison prochaine, parce que je pense qu'on va déjà potentiellement se faire attaquer sur ce joueur cet été, mais je pense qu'on le gardera. Mais je pense que l'année prochaine, on risque de vraiment se régaler avec lui. Le mercato d'été peut
avoir n'importe quelle forme pour leur sens. C'était notamment, je sais que Greg aime pas quand je dis ça, mais si on est européen, parce que ça peut arriver, on sait qu'il y a une nouvelle Coupe d'Europe encore un peu plus accessible, une troisième Coupe d'Europe maintenant, on sait jamais, et peut-être que ça changera tout sur la vision du groupe de l'année prochaine. En tout cas, on a fait un large tour de cette victoire face à l'OM, cette victoire de prestige hier soir. Il est temps maintenant d'essayer d'obtenir une victoire de prestige dans Culture Sans et Or avec le quiz. On siffle la mi-temps. Alors mon quiz, j'ai promis quelque chose d'un petit peu vicieux. Vous le savez, hier Simon Banza a marqué face à Marseille en championnat. Du coup, je vais vous demander quels ont été les 10 derniers buteurs lensois face à Marseille en championnat. Il faut remonter un petit peu loin. Voilà mes questions. On commence à aller par Antoine. Alors attends, les 10 derniers buteurs en championnat face à Marseille, mais pas dans l'ordre. Moi, je les ai notés. En championnat face à Marseille, allez, celui-là, je dirais Eduardo. Eduardo, effectivement, qui avait marqué en 2010 face à l'OM, lance Marseille 1 partout et un but à la dernière minute en 2009. Eduardo, ça passe. Fabien. Aruna Dindan. Ouais, Dindan qui avait marqué en 2006 et en 2007 une victoire 1-0 et un match nul 1 partout. Ça passe, Greg. Moi je vais dire Baptiste Guillaume au Vélodrome, défaite 2-1. C'était le dernier buteur avant une défaite 2-1 avant Manda au Vélodrome. Ça passe, Antoine. Queudru. Queudru, non, ça passe pas. Fabien. Eladji Diouf. Ah non, t'es monté trop loin, du coup. Greg va pouvoir confirmer sa victoire. Bon, et moi je vais enchaîner, j'en ai doté 6 ou 7 là. Peut-être. Allez, vas-y. Alors j'ai Loïc Rémy. Ouais, ça passe. J'ai Touafilou Maoulida. Fait. J'ai Kader Mangane. Ouais, elle est belle. J'ai Vitorino Hilton. Sûr. J'ai Sedou Keita. Et donc il manque quelles années là que tu me le dis vite fait que je. Allez, il manque 2005 et 2004. Alors 2005. Moreira, non. Ouais. En 2004, il y a Moreira et Tomer. Ouais, mais du coup, Moreira ne compte pas parce qu'il est le 11e, parce qu'il a marqué et en 2005, c'est 2005-2006 ou 2004-2006 Là, c'est 2004-2005, il te manque. Cousin. Non. Non. Bah, c'est Hilton qui marque. Non, Hilton marque l'année d'après. Ouais, il est nigérian. Il est nigérian. Utaka. Ah oui, John Utaka. Voilà, ok. Voilà, bon. On a parlé de buteurs, on va s'intéresser à un ailier au RC Lens, puisqu'on accueille tout de suite Charles Bolly dans l'émission. Bienvenue Charles, merci d'avoir accepté notre invitation pour Culture Sans et Or. Donc on va parler un petit peu de ta nouvelle actu, puisque tu viens de démarrer un prêt dans un nouveau club au Paris FC. Alors ça fait maintenant 2 semaines, c'est ça, que tu es au Paris FC. Comment ça se passe? Bah, franchement, ça se passe bien. L'intégration s'est bien passée, ils m'ont bien accueilli ici, donc je suis très content d'être ici et prêt pour faire une bonne saison, une bonne deuxième partie de saison. Et à quel moment ça s'est décidé au RC Lens que tu partes en prêt cet hiver? Bah, à la reprise, ça s'est fait en 2 jours, je pense, en 2 jours. J'ai eu les premiers contacts avec le Paris FC, ensuite j'ai parlé avec les dirigeants du Racing Club de Lens, et après j'ai donné mon accord pour aller au PFC et au Paris FC. Et aujourd'hui je suis ici et je suis content d'être ici. Ouais, tu trouves que c'est un bon choix de pouvoir jouer un peu plus probablement en Ligue 2 et de t'affranchir encore un peu plus? Ouais, bah, c'était important pour moi déjà de rejouer parce que voilà, il me fallait du temps de jeu et je ne pouvais pas l'avoir au Racing Club de Lens. Et je pense que pour moi, le Paris FC, c'était la meilleure opportunité pour moi. Donc, j'ai pas hésité. Est-ce que là, on sait donc tu t'es blessé pendant les matchs de préparation cet été. Tu as fait, alors c'est un peu compliqué, une lésion tendinomusculaire à l'ischio-jambier. On sait que voilà, c'est forcément quelque chose que t'as pas hyper bien vécu en tant que sportif de haut niveau. Est-ce que tu penses que sans cette blessure, tu aurais peut-être pu t'imposer dans ce groupe en ce début de saison? Bon, après, avec les scies, comme on dit, on refait le monde. Donc, ouais. Je pense pas à ça. Voilà, je pense que c'était juste mon destin. Ça devait se passer comme ça. Après, on va pas refaire l'histoire. Je me suis blessé. J'ai pas eu de temps de jeu. Donc, aujourd'hui, voilà, je suis parti en prêt pour jouer. Et voilà, comme j'ai dit, je suis content d'être ici.
Est-ce que tu sais au Paris FC comment ça va se passer? Est-ce que t'as déjà eu du temps de jeu? Il y a eu que 2 matchs depuis que t'as signé, c'est ça? Ouais, il y a eu 2 matchs. Non, il y a eu 3 matchs. Enfin, 3 matchs. J'ai joué 3 matchs et il y a eu un match remis contre Valenciennes samedi dernier. Oui, d'accord, ok. Et Ouais. comment ça se passe pour toi pour l'instant? Tu sens bien le groupe? Tu sens bien ta possibilité de t'épanouir dedans? Ouais, je me sens bien dans ce groupe. Comme je l'ai dit, ils m'ont bien accueilli. Après, voilà, il faut continuer à parfaire les automatismes avec les coéquipiers. Mais au fur et à mesure des entraînements, ça va de mieux en mieux. Donc, ça va, je suis content. Et là, du coup, maintenant que tu as quitté le RC Lens pour quelques mois, comment tu analyses cette première partie de saison du RC Lens? Est-ce que tu t'attendais à d'aussi belles prestations de la part de l'équipe? Bah, je pense qu'ils ont surpris beaucoup de monde. Personne ne s'attendait à un début de saison réussi. Et franchement, après moi qui était là-bas à la première partie de saison, je voyais comment on travaillait, comment le groupe était. Donc moi, ça me surprend pas tant que ça parce que vu la qualité du groupe, et je pense qu'on n'avait rien à envier à certaines équipes de Ligue 1. Après, et avec beaucoup de travail et les résultats suivent. Donc franchement, c'est bien, je suis content. Là, bon, la plupart des supporters lensois ont cette info, évidemment. Tu étais le fils de Roger Bolli. Et est-ce que tu arrives à mesurer l'attente qu'ont les supporters envers toi? Pas seulement parce que tu es le fils de Roger Bolli, mais parce que déjà tout ce qu'on a pu observer de toi est très prometteur. Est-ce que tu arrives à mesurer comme ça l'attente qu'ont les supporters du RC Lens? Bon, par rapport à mon père, enfin, le fait que je sois le fils de Roger Bolli, moi, je pense pas du tout à ça. Ouais. Voilà, moi, mon père, comme je l'avais dit, il a écrit son histoire avec le Racing Club de Lens. Enfin, mon père, c'est mon père. Moi, je suis un autre joueur. Je suis Charles. Ouais. Et c'est à moi de faire ma propre histoire aussi. Et essayer de me distinguer et pas voilà, quand on dit Charles, c'est ouais, le fils de Roger. C'est juste Charles. Et voilà. Et du coup, là, est-ce que ton objectif, c'est de revenir à Lens pour t'y imposer ou comment tu vois la suite? Moi, j'appartiens toujours au Racing Club de Lens, donc je suis sous contrat jusqu'en 2024. Donc après, déjà, je suis concentré déjà sur ma deuxième partie de saison avec le Paris FC. Ouais. Et ensuite, après, on pourra réfléchir. Mais pour l'instant, je suis concentré à 100% avec le Paris FC, faire des bonnes prestations. Après, ça, c'est la suite, on verra ça. Et peut-être une question de Greg, là, je vois que quand tu mets le doigt sur la bouche, Greg, c'était une question. Oui, non, mais justement, pour venir avec Charles, qui est quelqu'un qui a qui a une vraie force mentale. Hein. Il a déjà été blessé dans sa carrière plus jeune et pas qu'un peu. Il est toujours revenu. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, donc j'imagine que ça va le faire. Est-ce que quand tu vois, par exemple, hier, Simon Banza, on rappelle que Simon Banza avait été lui prêté au Luxembourg à un moment donné, il était un peu parti loin des radars du RC Lens, et finalement, ça lui avait amené la possibilité derrière de revenir un peu plus costaud parce qu'il avait pris du temps de jeu, etc. Est-ce que c'est le genre d'exemple qui te font dire qu'il fallait se faire prêter pour pourquoi pas revenir encore plus fort simplement l'année prochaine? Bah déjà pour Simon, déjà je suis très très heureux déjà pour lui qui est marqué hier soir parce que voilà, Simon est un grand ami, enfin, c'est toujours un grand ami, on est proche et c'est un joueur issu du centre de formation, donc il représente un peu le centre de formation, donc je suis très content pour lui. Et ouais, lui aussi il est passé par un prêt, mais je pense que ça a été bénéfique pour lui. Je pense que mentalement il s'est blindé, surtout aussi avec ses prêts, sa blessure aussi. Et je pense que ça lui a fait du bien. Et puis, on voit aujourd'hui que, voilà, même s'il ne joue pas tous les matchs, c'est un joueur très important du Club de Lens. Ouais, il y a un autre joueur, Charles, que tu côtoies maintenant, je crois, au PRFC, qui s'appelle Gaëtan Laura. Pareil, que tu as connu en N2, je crois, à Lens. Hein. Ouais. Pareil, lui qui a eu un chemin très détourné pour finalement revenir à un sacré niveau. C'est pareil, ça veut dire que rien n'est jamais terminé, hein, même quand on a des moments plus durs et on joue moins. Il y a toujours la possibilité de rebondir. Vous êtes encore jeune, c'est pareil, c'est des exemples à suivre pour toi. Hein. Ouais, bah, Gaëtan, ouais, il a eu un parcours assez atypique, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, il est là, il a jamais rien lâché. Et aujourd'hui, voilà, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 2, il faut le dire. C'est un joueur avec un potentiel incroyable. Moi, je le vois faire des choses ici, même je l'ai vu faire des choses avec le Paris FC vraiment impressionnantes. Donc c'est bien, ça prouve que voilà, il a une force de caractère et comme je dis, une carrière c'est pas toujours tout beau tout rose. Parfois il y a des moments compliqués et il faut savoir relever la tête et toujours aller de l'avant. Et Charles, est-ce que tu arrives encore à suivre là, les matchs de Lens?
Ouais, quand j'ai l'opportunité de regarder, je regarde toujours le match de l'équipe. T'es encore en contact, j'imagine, ça fait pas longtemps que t'es parti, mais encore en contact avec des joueurs. Ouais. C'est qui tes potes à Lens? Ouais, je suis quelqu'un, je m'entendais bien avec tout le monde, vraiment tout le monde. Et c'était vraiment un groupe qui vivait bien ensemble. Donc, c'est-à-dire que j'avais d'affinités avec beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que j'avais plus d'affinités avec certains que d'autres. Mais franchement, que ce soit, j'étais plus avec voilà, Steven Fortes, Simon Banza, Michelin, Loïc Badé, David Pereira, Adam Gianni, Eko Fofana. C'était vraiment Tchèque Traoré. C'était vraiment. Ouais, Cheikh, on l'a eu. C'est assez facile d'être ami avec lui, j'ai l'impression. Ouais, Tchèque Traoré, c'est vraiment un super mec, un super gars de vestiaire. Et en plus, là, il est en train de revenir aux entraînements. Il a fait des matchs avec la réserve, donc je suis content pour lui. Et par exemple, tu parlais de Adamou Gianni ou Pereira da Costa. Quand on voit ce qui t'arrive, parce qu'au final, vous êtes à peu près trois joueurs de la même génération avec un gros potentiel qu'on attend beaucoup à Lens, est-ce que tu verrais d'un bon oeil qu'eux aussi soient prêtés? Est-ce que tu leur conseillerais en tout cas de faire un peu comme toi? Bah après, moi, je veux pas, c'est pas que je leur conseille. Après, c'est, comme je l'ai dit, c'est chacun sa trajectoire. David, en ce moment, il est dans le groupe avec l'équipe première. Ouais. Et, il est rentré en jeu, il me semble, à Lyon. Donc, c'est bien, il commence à avoir du temps de jeu, à commencer à prendre une place dans le groupe. Donc, je suis content pour lui. Il a énormément de qualité, il a vraiment un potentiel incroyable. Comme Adam Oudjani, d'ailleurs. Mais après, si leur carrière, ça doit passer par un prêt, moi, je les encourage pour qu'ils prennent de l'expérience. Mais moi, je sais que dès maintenant, je sais qu'ils ont la qualité pour jouer dans l'équipe de Lens. Est-ce que dans mes chroniqueurs, quelqu'un d'autre a des questions? Fabien, ouais. Ouais, Charles, on t'a vu à Lens, tu étais hyper polyvalent, t'es capable d'occuper tout un côté, du poste de latéral au milieu relayeur, même à milieu offensif. Toi, à Paris, tu vas jouer à quel poste et je m'excuse d'avant, j'ai pas encore vu le PFC jouer depuis que t'es arrivé. Tu vas évoluer à quelle position? Milieu offensif, plutôt milieu. Pour l'instant, j'ai évolué sur le côté droit, milieu droit. Ouais. Et Ouais. c'est un poste que tu apprécies? Ouais, c'est mon poste. Enfin, je suis un joueur offensif de formation, donc ils m'ont pris pour évoluer à ce poste. En tout cas, pour un poste plus offensif que je l'étais à Lens. Ok. Greg? Oui, Charles, on sait que c'est une année évidemment très particulière pour les entraînements, etc. C'est rien de le dire. Est-ce que, bon, déjà, tu n'as pas eu de chance avec cette blessure en match amical. Moi, j'étais, c'était à Billy-Montigny, là, c'était dur. Est-ce que le fait que la N2 ne joue pas, par exemple, c'est compliqué pour vous, les joueurs qui étaient sur le retour? Je sais que Franck Hez avait dit notamment que pour toi, c'était compliqué parce que bah, sincèrement, il aurait voulu que tu prennes un peu de temps de jeu en N2 pour pouvoir reprendre du rythme et donc pouvoir encore plus postuler à une place dans l'équipe pro. Est-ce que c'est un vrai problème pour les joueurs comme toi, comme les jeunes comme David, comme Pereira da Costa, comme Adam Oudjani, parce que bah là, il n'y a plus de match en N2, il n'y a plus de championnat et c'est aussi un critère qui fait que c'est encore plus compliqué pour les joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Ouais, je pense que c'est un problème. C'est un problème parce que quand tu joues pas, les entraînements c'est bien beau à un moment donné, mais après il y a rien qui remplace la compétition. Donc quand tu fais que t'entraîner et t'as pas de match dans les jambes, après c'est compliqué quand on vient à te mettre de répondre présent parce que physiquement c'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes choses. Donc c'est vrai que pour ceux qui jouent pas beaucoup comme David, comme Adam avec l'équipe première, le fait qu'il n'y ait pas de match en N2, j'avoue que c'est compliqué. Ouais. Et Antoine avait une question pour Charles aussi. Oui, Charles, bonjour. Moi, je t'observe beaucoup avec beaucoup d'intérêt. Et en fait, je me rends compte que tu as une palette de jeux assez large. C'est-à-dire que je trouve que tu es un joueur qui est aussi bien rapide, mais avec une capacité à éliminer dans les petits espaces et à faire des passes justes. Je me rappelle d'une passe décisive que tu avais faite à 3, qui était vraiment superbe. Et également, et je pense que ça, c'est un petit clin d'œil aussi à Greg, tu es le dernier Lensois à avoir marqué un but sur coup de pied arrêté. Malheureusement, il n'a pas été accepté. Toi, donc, c'est un peu la suite de la question de Fabien. Donc, aujourd'hui, tu devrais jouer milieu offensif droit, étant gaucher, donc pour rentrer à l'intérieur. Dans le système aujourd'hui en place au RC Lens, sur quel poste tu te verrais le plus intégrer le collectif? Sachant que je pense que ça serait
entre le poste de Seko Fofana et celui de Gaël Kakuta? Je vous rejoins. J'allais dire ces trois postes, enfin, soit le poste de milieu relayeur ou soit le poste de numéro 10. Parce que je suis en milieu de terrain de formation. Donc pour moi, c'est des postes naturels pour moi. Donc dans la formation lensoise, c'est là que je me vois. Est-ce que Charles, tu as eu justement une discussion avec Franck S qui avant de partir, j'imagine que oui, qui disait que ça allait être compliqué parce qu'en plus l'équipe elle tournait bien, que les postes auxquels tu voulais jouer, évidemment il y a des joueurs qui se sont installés aussi parce que tu avais été absent, donc c'était compliqué pour toi au départ de faire ton trou. Est-ce que ça a été quoi le discours du coach par rapport à tout ça, par rapport à ton positionnement et par rapport au temps prêt? On en a discuté un peu. Après, voilà, je veux pas trop m'étaler sur le sujet. Il m'a dit ce qu'il pensait, moi je lui ai dit ce que je pensais aussi. Après, forcément, je suis revenu aux entraînements, une période où l'équipe marchait bien, donc après c'est normal, c'est compliqué de tout chambouler. Mais on a eu une discussion et concernant aussi le prêt aussi, comme j'avais pas de temps de jeu, il m'a dit que ça pouvait être bien d'aller voir ailleurs pour effectivement prendre du temps de jeu, parce que peut-être que à ce moment-là j'étais pas voilà. Est-ce que Franck S, tu le connais bien, hein, évidemment, hein, ça a été quelqu'un qui a compté dans ton éclosion en professionnel, parce qu'il t'a soutenu aussi quand c'était compliqué. Il t'a fait capitaine, je crois, en N2, hein, je me trompe pas. Est-ce que tu es surpris, toi, de cette faculté qu'il a eue, lui, à réussir ce qu'il faisait en N2, c'est-à-dire à créer une émulation de groupe et à le faire en professionnel? Est-ce que ça te surprend? Non, ça me surprend pas. Je sais que je connais bien le coach. Je sais que déjà dès qu'il est arrivé dans le vestiaire, le groupe a adhéré à son discours, à sa méthode. Donc franchement, je suis pas surpris de ce qu'il fait pour sa vraie première saison, on va dire, dans un effectif professionnel. Et c'est bien, je suis content. En tout cas, on va te remercier, Charles, d'avoir accepté notre invitation. Tu sors de l'entraînement, là, on est en direct des vestiaires du Paris FC. On va te souhaiter la meilleure fin de saison possible avec le Paris FC. Déjà, ça commence ce samedi, hein, face à Amiens à domicile, il me semble. Ouais, c'est ça. On espère t'y voir titulaire. Et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que les supporters lensois vont être très contents d'en savoir un peu plus sur toi. Et on te dit à très vite dans le groupe sans erreur. Salut Charles. Merci Charles, salut. Hop. Et nous, on va faire un point sur le prochain match qui attend nos Lensois. On joue face à Nice. On le rappelle, hein, c'était le premier match de la saison. Vous vous souvenez quand on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, on se contentait juste d'avoir fait un bon match, mais d'avoir perdu 2-1 face à Nice. Cette fois, on tombe. Il y a un peu un inversement des rôles. Hein. Le RC Lens fait une saison beaucoup plus réussie que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et à l'inverse, Nice ne répond pas présent. Ma question, qu'est-ce que vous attendez de ce match face à Nice en terre lensoise, Fabien? J'attends qu'on garde le fil de tout ce qu'on a montré hier soir face à Marseille. Je pense que ce sera un match un peu similaire. Nice, c'est pas une équipe qui joue bloc bas comme on dit souvent. C'est pas le FC Nantes, ça sera pas Strasbourg. Ouais. C'est une équipe qui a un taux de possession de moyen depuis le début de saison de 56%, mais qui est pas payée pour autant en termes de points et d'efficacité. Donc ils ont un problème, je pense, offensif et de construction de leur construction de leur phase offensive. Mais c'est une équipe qui va chercher à jouer, qui va chercher à s'opposer à nous. Donc je pense qu'on peut leur faire mal, qui plus est à domicile. On doit faire un match du même acabit que la deuxième mi-temps, notamment à Marseille, en appuyant fort d'entrée et en s'imposant et en acceptant le rapport de force et en cherchant à le gagner par tous les moyens. Antoine, toi, qu'est-ce que tu attends? En fait, en étant gourmand, on veut toujours valider une victoire de prestige à l'extérieur. Donc forcément, on va tous attendre que l'on prenne 3 points, sachant que là, si on regarde en plus un peu le classement, si on est à 34 points, je crois qu'on l'a dit beaucoup ici dans cette émission, le maintien risque de se jouer autour de 35, peut-être en dessous, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plus de points
sur le 18e que le 18e n'a 2 points. On a 16 points d'avance sur le 18e alors que le 18e en a 15. Donc en fait, on est une victoire contre Nice. Est-ce que ça pourrait être déjà un premier synonyme de maintien acquis? C'est peut-être vrai. Donc on va être gourmand. Maintenant, je vois le match de Nice un peu comme je voyais le match de Bordeaux en début de saison. C'est-à-dire que Bordeaux, quand ils sont venus à Bollaert, c'était une équipe qui était aussi un peu malade d'un point de vue collectif. Je pense qu'intrinsèquement, ils sont un peu au-dessus de nous, mais collectivement, ils ont 1 ou 2 trains de retard. Donc effectivement, j'attends comme Fabien une confirmation dans l'intensité, dans le projet de jeu, en espérant que ça accouche sur une victoire. Et Greg? Ouais, alors moi, au-delà de évidemment cette volonté du RC Lens très probable de gagner samedi, ce qui lui ferait quand même 7 points dans une semaine avec 2 déplacements, ce serait pas si mal, mais on n'en est pas là. Il faut déjà réussir à battre les Azuréens, mais il y a une forme de vengeance quand même, de revanche par rapport au match aller, où je sais que dans le groupe lensois, je me rappelle, c'est le premier match de la saison, Lens avait été battu 2-1 après avoir concrètement, franchement, maîtrisé, dominé les débats sans tout maîtriser, avait fini par s'incliner. Il y a quand même, je sais que ça l'avait fait un peu mal dans le vestiaire, celle-là, parce Lens avait eu le sentiment d'avoir subi un hold-up. Donc il y a aussi, je pense, que ça jouera dans la motivation des mecs qui étaient là au mois d'août pour le premier match de championnat. Et c'est étonnant ce que dit Fabien, parce que justement, cette équipe de Nice, en tout début de saison, elle était, alors je rappelle, Fabien qui disait que cette équipe, elle manque parfois d'efficacité malgré son rendement. En début de saison, sur les premiers matchs, c'était assez hallucinant. Nice, je me souviens, alors au-delà de la victoire face à Lens à la première journée, il y avait la victoire, je crois, la deuxième journée à Strasbourg. Ouais. Strasbourg. C'est 2 fois ou quasiment, et puis je crois qu'elle gagne 2 ou 3-0, mais je crois que c'est 2-0. Elle avait été incroyable d'efficacité offensive, et être efficace en football, moi je dis toujours, c'est pas une tare, hein, c'est plutôt une qualité. Donc voilà, donc la stat de Fabien était intéressante pour ça, et ouais, c'est vrai que allez, on va parler de maintien pour le RC Lens s'il gagne samedi, oui, mais je pense que de toute façon, depuis hier, voilà, t'as 31 points, il reste 18 matchs, et vu le niveau de cette équipe, je la vois pas quand même faire un trou. Genre de perdre, ça paraît quand même assez peu probable. La question maintenant, c'est de savoir quels seront les objectifs de Lens sur la fin de saison. On verra ça plus tard, mais je pense que peut-être le derby, ça peut être un objectif, mais c'est surtout au-delà de ça, il y aura la Coupe de France, il y aura l'envie de continuer à prendre des points, et pourquoi pas surprendre. Parler d'Europe, je voyais Thomas qui parlait de Coupe d'Europe. À un moment donné, il faut relativiser, ça paraît compliqué encore, mais cette équipe... Je sais pas, là où moi je suis pas du genre à rêver, voilà, je vais parler un petit peu de moi, je suis pas du genre à rêver, mais on se rend juste compte que progressivement on est peut-être un peu plus régulier que certains qu'on n'attendait pas. C'est, sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Ouais, c'est disons que c'est vrai que quand on voit le Marseille d'hier qui est encore devant Lens, qui fait partie des 6 équipes qui sont devant Lens, quand on voit le Marseille d'hier, on a du mal à se dire que cette équipe elle va forcément finir devant Lens. Moi je le parierais pas aujourd'hui. Rennes est un peu mieux parce qu'il y a plus la Ligue des Champions, mais voilà, donc il y a des équipes. Clairement, Lille, Lyon, Paris, c'est au-dessus. Gagnant. Monaco aussi. Ouais, Monaco a pris 3-0 face au Racing. Alors il y avait des faits de jeu, tout ce qu'on veut, mais ça veut dire que cette équipe, sur un match, elle peut être dans les yeux, et voilà. Maintenant, elle est sur une bonne tendance. Pardon ? Elle est sur une bonne tendance là. Elle est sur une bonne tendance et elle a trouvé son rythme de croisière. Donc voilà. Mais pour le match de Nice, ouais, c'est un match intéressant parce qu'il y a 0 pression, je pense, quasiment des 2 côtés. Donc, c'est ça, ouais. C'est un bon match, ouais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que il faut voir à quelle place sera qualificative. Ça dépend de qui gagnera la Coupe de France et s'il y a une Coupe de France, mais jusqu'à la 6e place, on se retrouve en Europe. Le RC Lens 6e, ce serait une superbe performance. Mais force est de constater que vu comment se sent le groupe, c'est pas totalement impossible, même si on n'a pas forcément à le souhaiter, mais sur un malentendu, bon voilà. Après, assurons le maintien avant ça. Ma petite question encore sur le match, on imagine que Florian Sotoka sera titulaire en attaque, très probablement. Qui sera avec lui selon vous, Antoine? Je pense que c'est une évidence, c'est l'ancien Aiglon. Enfin, je lui souhaite et j'espère que justement, comme tu le disais, on s'est enlevé beaucoup de pression sur le match de Nice en gagnant à Marseille parce qu'on a relancé la machine. Moi, j'aimerais bien voir Ganago 90 minutes, vraiment parce que c'est vrai qu'avec la Covid, on peut pas avoir de match de CFA, donc donner du temps de jeu à Ganago contre son ancien club.
Donc voilà. Après, est-ce que vraiment Sotoka sera titulaire? Peut-être que Franck Hez va encore nous sortir un petit atout de sa poche arrière, mais j'aimerais voir Ganago 90 minutes et je lui souhaite vraiment d'être décisif, soit de faire une avant-dernière passe, soit de faire une passe D, soit de claquer un but. Voilà. Mon choix sera Ganago. Ce serait Ganago. Fabien. Je vais rejoindre Antoine. C'est même pas sûr que Sotoka soit titulaire. Nice, c'est une équipe qui joue à 3 centraux comme nous, et je me dis que Franck Hez pourrait tenter un coup tactique. En associant 2 joueurs improbables selon nous. C'est Kalimuendo, Ganago devant, pour justement essayer de manger ces espaces dans le dos des pistons niçois et de les déstabiliser un petit peu. Donc je vois bien Ganago comme Antoine, et pourquoi pas Kalimuendo avec lui. Ouais. Et peut-être que ça serait. Je suis assez d'accord avec toi, Fabien, et tu viens de me faire penser à quelque chose. Et peut-être que, en fait, c'est Kouta qui va souffler un peu et qu'on va repasser à un 4-3-3. Ouais. Voilà. Je pense que ça peut être un coup tactique tenté par Hez. Parce qu'il y a eu quand même 3 matchs cette semaine, hein. Greg? Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. On se rappelle qu'à Dijon, alors c'était Corentin Jean qui avait occupé le couloir droit. Devant, c'était Sotoka un peu axial et Kalimuendo qui avait marqué le seul but du match, qui était sur le côté gauche. Et Kakuta avait débarré sur le banc. Moi, je suis pas du comme mes compères. Là, je suis pas du tout sûr que Florent Sotoka va jouer. Il est évident qu'il paraît indéboulonnable par sa force de travail et surtout son volume de jeu et de course. Maintenant, il vient de jouer 2 matchs quasiment en entier. Il n'a pas été trop réussi à Nantes. Hier, il a peut-être besoin aussi de souffler. Et puis et Ganago, je pense que Ganago, il faut se rappeler qu'au match aller, il a une occasion de mettre le 2-0, il met le ballon au-dessus. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde disait ouais, ça y est, c'est le flop de. On parlait tout à l'heure de la culture de moment. Après un match, il avait mis un ballon au-dessus. C'était Ganago, c'est sûr, ça va être un flop. Donc il a très envie de prouver, j'imagine, à l'OGC Nice qu'il s'est trompé sur son cas pendant quelques mois, et notamment avec Patrick Vieira à l'époque sur le banc. Donc moi je tablerais bien quand même sur un Banza Ganago, voilà. Banza, Ganago, ce sera les paris. Avant de passer au pronostic, je voudrais juste repréciser quelque chose par rapport à ce qui a été dit, parce que finalement, peu de suiveurs du foot en ont conscience, mais l'année prochaine, il y a une nouvelle Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, qui est desservie par le 5e en Ligue 1, donc peut-être le 6e s'il y a un vainqueur de coupe. C'est une Coupe d'Europe qui pourrait peut-être convenir au RC Lens. Voilà ce que je dis. Moi, je le sens. J'aimerais bien voir le RC Lens à jamais les premiers qualifiés en Ligue Europa Conférence. On verra. Le RC Lens qui avait gagné la Coupe Intertoto en 2006. Ça ressemble un peu à ça. Donc, on est à jamais les premiers de l'avoir gagné, la Coupe Intertoto? Non, il y a on sait qu'ils l'ont eu, évidemment, mais le LOSC notamment. Et puis, il me semble que l'OM avait dû le gagner une année. Montpellier a dû aller faire une aussi, je crois. Ouais. On se rappelle à Bollard avec le trophée Intertoto qu'on ne sait pas trop s'il faut le célébrer, on ne sait pas trop ce qu'on fout là, mais on est content, on a un trophée. On verra mais la Ligue Europa Conférence, c'est encore autre chose. Là, c'est une vraie compétition. Voilà. C'est pas une simple compétition de qualification. Nos pronostics sur le match Lens-Nice. Allez Antoine, quel score selon toi? Allez, 1-1, mais comme je suis gourmand, je vais dire 2-1. Pour Lens. On rappelle par rapport au. On dit quoi comme. Parce que moi, je veux bien, je peux donner 10 pronostics. 2-1, c'est bon. J'assume les 2-1. Vous le savez, sur le Twitter, le compte Twitter de Culture Sans Erreur, vous retrouvez à chaque fois les pronostics de l'équipe. Il faut savoir que si Greg avait bien trouvé pour le Nantes-Lens, personne n'a trouvé pour le Marseille-Lens, à part Sam qui a bien trouvé la victoire lensoise, mais personne n'a pronostiqué le 1-0. Fabien, pour ce match face à Nice. 2-0 pour Lens. 2-0 pour Lens, c'est Greg? Une fois n'est pas coutume, je vais mettre victoire du Racing Club de Lens sur le score de 2-1. Voilà. 2-1 pour le RC Lens. Souhaitons, on est assez optimiste dans l'équipe. On verra ça. En tout cas, on en parlera nous tous ensemble lundi à 20h pour notre prochaine émission. En attendant, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Écoutez notre podcast, nos rediffusions si vous avez loupé le début de l'émission. Et suivez-nous aussi sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand est-ce que sortent nos émissions, puisqu'elles sont tout le temps en rediffusion sur YouTube.
Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai tout dit, à part que je dois remercier évidemment Baptiste et Mathieu qui font la popote interne, hein. Baptiste à la régie et Mathieu à l'organisation. Mathieu qui nous a trouvé aujourd'hui Charles Bollier à chaque fois et trouve des invités de qualité autour du RC Lens. Je remercie mes 3 chroniqueurs du jour, Greg, Fabien et Antoine. Vous avez été bons, messieurs, hein, comme d'habitude, mais bon, vous avez été bons. Et donc on se retrouve lundi prochain pour analyser ce match face à Nice. Et en attendant, je vais vous laisser sur les 2 mots qui fâchent nos rivaux lillois. Allez, Lens!